Bonjour à tous. Je suis ravie d'animer cette table ronde sur un sujet presque philosophique au fond, mais qui a des implications économiques et géopolitiques très réelles. Souveraineté et RSE sont-elles compatibles? Alors la souveraineté, c'est poser nos propres règles, c'est protéger nos intérêts stratégiques. La RSE, c'est assumer des exigences sociales et environnementales fortes, à vocation universelle. Alors, des tensions peuvent apparaître entre les deux, mais est-ce qu'il faut choisir à l'heure de l'urgence écologique? Est-ce qu'on peut trouver un équilibre? Pas facile quand on sait qu'il va falloir composer avec une troisième dimension incontournable, celle de la compétitivité. Alors, comment concilier RSE, souveraineté et compétitivité pour en faire un moteur de transition écologique? Ça va être le fil de notre discussion avec Maya Attig et Marie-Pierre Vedren. Alors on va commencer par les questions qui fâchent, les tensions, parce qu'elles existent. La RSE est souvent perçue comme une contrainte, la souveraineté comme une exigence politique et la compétitivité comme une nécessité économique. Est-ce que ces logiques sont en tension selon vous? Et on va peut-être commencer par vous, Maya Attig, avec la banque. La souveraineté, elle va pousser les banques à financer massivement des industries stratégiques qui peuvent être polluantes, qui peuvent être contraires à des objectifs RSE de base, type défense. On en parlera tout à l'heure, c'est pas toujours le cas aujourd'hui, mais est-ce qu'aujourd'hui les industries stratégiques sont limitées dans leur financement au nom de la RSE? Alors, d'abord, merci d'avoir posé ce thème. Il aurait pu se poser à Giverny depuis de nombreuses années. Moi, je dirais que les acteurs qui se réclament de l'un ou de l'autre se sentent probablement en tension. J'espère qu'ils le sont de moins en moins. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'il y a dans la salle des acteurs du secteur de la défense ou du secteur de l'armement d'une manière ou d'une autre, de l'industrie. Tout simplement, il y a des industriels parmi les fondateurs du Forum de Giverny. Donc je pense que peut-être à l'intérieur des entreprises ou entre entreprises, vous pouvez avoir des personnes qui se sentent en tension, mais en réalité, je crois que l'objectif, vous l'avez très bien exprimé dès le début, la souveraineté, c'est de pouvoir décider du monde que nous voulons. Et on se rend bien compte que si on a un objectif universel, un objectif de climat, de biodiversité, de monde qui fonctionne mieux en termes d'objectifs de développement durable, il faut être capable de le préparer. Il faut assumer que oui, il y a des tensions dans le monde, elles sont croissantes, elles nécessitent de l'armement. Et c'est vrai que les discussions qu'on a eues dans le secteur bancaire avec le secteur de la défense depuis déjà plusieurs années, ça partait en fait, je dirais, de la part de nos interlocuteurs du secteur de la défense, par le présupposé que les gens de la RSE, c'était comme ça que c'était dit, les politiques RSE étaient systématiquement contre eux. Et en fait, moi j'ai passé 4 années de ma vie professionnelle à les convaincre du contraire, à montrer des politiques où on montre que ce qui est interdit, par exemple, effectivement, on utilise des termes qui sont courants au domaine de RSE comme la controverse, des armes controversées. En fait, c'est vrai qu'on a passé 4 ans avec nos adhérents à trouver des termes qui correspondent mieux à la réalité. Par exemple, des armes interdites par des traités que la France a signés. Voilà. Donc en fait, les banques n'ont jamais cessé de financer le secteur de la défense. Elles ont posé des questions au secteur de la défense très souvent en termes de modalités de financement de l'export, parce que c'est un secteur très exportateur, c'est un fleuron de notre industrie. En revanche, sur l'angle RSE comme couperet ou conformité comme couperet, les situations où ça s'est vraiment posé sont rarissimes et ça a rarement été ça. Donc oui, les banques françaises ont une politique RSE extrêmement développée. Oui, les banques françaises financent fortement l'industrie de la défense. Est-ce que sur d'autres industries fortement émettrices, par exemple cimenterie, etc., ça peut se poser comme problème? Est-ce qu'il peut y avoir des réductions de financement? Alors, sur les questions, le sujet des trajectoires carbone, justement, en fait, tout le travail qu'on expose et que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est de voir comment fonctionnent les trajectoires d'émissions de manière générale. Je crois que ce n'est pas seulement pour des raisons climatiques que beaucoup d'industries ont intérêt à diminuer leurs émissions, c'est aussi pour des raisons économiques, des raisons de soutenabilité sur les populations, à horizon assez rapproché. Donc, en fait, assez naturellement, et encore plus évidemment dans la période récente, se fixer des objectifs de réduction et accompagner cette transition, ça a été très fort. Je vous donne un chiffre très simple. Les crédits verts et durables des banques françaises, des principales banques françaises, celles qui font 90% du marché français, 6 grandes banques françaises avec leur siège en France, donc des décisions qui se prennent en France,
très important, un élément de souveraineté que beaucoup de pays n'ont pas, hein. Les banques, c'est un instrument de souveraineté en matière de financement. Ces crédits sont aujourd'hui de plus de quasiment 500 milliards d'euros, hein, crédits verts et durables, à la fois au domaine des énergies renouvelables à hauteur de 100 milliards à peu près, et puis les 400 autres milliards, ce sont tous les secteurs compris, avec, vis-à-vis des clients, la revue des trajectoires de baisse d'émissions, hein, et évidemment de financement des investissements qui peuvent correspondre. Et ces crédits ont augmenté rien qu'en 2024 de 20%, plus de 20% même, par rapport à l'année précédente. Voilà. Donc je crois que cette trajectoire de baisse des émissions, qui s'accompagne par une trajectoire de hausse des financements, elle est là, elle est installée. Le monde dans lequel on est ne change pas fondamentalement ça, parce que l'intérêt pour décarboner, il continue à être très important. Il se complexifie fortement au plan technique, parce qu'évidemment, vous prenez, en plus de la décarbonation, vous prenez des objectifs autres, hein, de biodiversité bien évidemment, d'impact sur l'eau, d'impact sur les populations, d'inclusion, etc. Donc forcément, ça devient plus complexe, mais l'indicateur CO2, il est majeur pour un très grand nombre d'industries. Parler de décarbonation, il y a un objectif très fort en termes de décarbonation au niveau européen. Lors de l'ancienne mandature, et puis l'Union européenne avait multiplié les textes sur la durabilité, hein, on pense à la CSRD, au devoir de vigilance. Le Green Deal était considéré comme un pivot en fait, de la souveraineté et de la compétitivité européenne. On a l'impression que sous cette mandature, et notamment aussi depuis le rapport Draghi qui a peut-être été mal compris, il y a une mise en avant de la compétitivité au détriment de la RSE. Qu'est-ce qui a changé au Parlement européen et dans les institutions européennes ? Bonjour à tous, très heureuse d'être avec vous. Le Parlement européen, tout simplement, a changé. Le monde a changé, le Parlement européen spécifiquement. Ce ne sont plus les mêmes rapports de force. Pendant le mandat passé, c'est vrai que le maître mot à Bruxelles était le mot de la durabilité, avec le pacte vert. Le pacte vert, c'est près de 76 législations. Et maintenant, c'est vrai que le maître mot, c'est compétitivité. Pour autant, en tout cas, nous, notre groupe politique, on n'a pas changé. On estime que, justement, ces trajectoires ne sont pas incompatibles. Il faut travailler, justement, à la convergence. Et que si on n'avance pas sur les questions de durabilité, on n'avancera pas, effectivement, comme vous l'avez évoqué, sur les questions de souveraineté. Et on perdra sur tous les plans. Mais le Parlement européen n'est plus le même. Ce sont des rapports de force complètement différents. Les États membres ont également changé. Ils ont changé dans leur appréciation aussi du sujet parce que le monde a changé. Évidemment, le retour de Donald Trump qui bascule beaucoup nos habitudes, nos certitudes, notre façon de faire. La place de la Chine également. Et puis, vous avez des vents internes qui sont très forts pour remettre en cause le pacte vert. Il faut voir aussi que quand on a voté ces 76 textes dans la mandature passée, c'est devenu de plus en plus compliqué à la fin de la mandature. Quand on a travaillé, évidemment, vous avez évoqué les questions de biodiversité, par exemple, sur la loi sur la restauration de la nature, ça a été très, très compliqué. Donc la phase d'instabilité politique que nous connaissions à la fin de la mandature précédente est finalement celle que nous avons au quotidien, que nous connaissons certes plus facilement en France, mais qui s'est malheureusement exportée au Parlement européen. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu parce qu'on rentre dans la mise en application, qu'on n'est plus dans le temps des promesses ? Évidemment, c'est vrai que le mandat passé, au-delà du pacte vert, donc 76 législations, on a voté près de 500 textes législatifs, donc avec des conséquences véritablement contraignantes. On a voté beaucoup d'autres textes qui n'avaient pas de volet contraignant, mais c'était le texte de l'adoption de la réglementation parce que nous avions aussi une ambition partagée avec de nombreux acteurs, avec de nombreux États membres. On parlait tous pacte vert parce qu'en même temps, on voyait absolument l'urgence à agir. Et maintenant, on rentre dans les questions de mise en œuvre et on rentre dans comment, justement, nous allons véritablement accompagner les entreprises pour répondre à ces enjeux de compétitivité, de durabilité. Et je pense, le rôle d'un responsable politique, c'est d'être responsable aussi. Je crois que, moi j'ai pour habitude de tenir un discours de vérité, je pense que nous n'avons pas aussi suffisamment, dans le mandat passé, travaillé sur les questions d'acceptabilité, sur la mise en œuvre du pacte vert. Quand vous prenez certaines décisions au Parlement européen, notamment par exemple sur
la fin des voitures thermiques que vous avez à vous positionner 2035, 2040. Vous avez d'énormes pressions politiques de part et d'autre. C'est un chiffre couperé comme ça. Alors certes, c'est pas 2035 comme ça, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi aussi autour de 2035. Mais derrière, il faut d'ailleurs qu'on continue à travailler beaucoup plus avec l'État, avec les régions, avec les industriels, pour véritablement travailler sur l'acceptabilité et sur la question de la faisabilité. Je pense que ça, c'est un des points qui nous a manqué dans le mandat passé. Et on a parfois, sur certains textes, accéléré. On a été peut-être plus loin sur certains indicateurs aussi dans nos ambitions, parce qu'on savait que le Parlement européen allait changer, parce qu'on savait qu'on serait face à de plus en plus de vents contraires. On pensait qu'il y avait un grand risque à ce qu'il y ait le retour de Donald Trump. Donc, je crois qu'il faut aussi le dire, cet enjeu a été sous-estimé également dans la mandature précédente. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi à ce que la RSE devienne la variable d'ajustement en fait, de la compétitivité et de la souveraineté? Et je pensais notamment à l'accord justement États-Unis-Europe qui s'est signé cet été, où il y a des concessions très fortes qui ont été faites aux États-Unis avec, en termes d'achat d'énergie et de réglementation européenne sur la CSRD et le devoir de vigilance notamment. C'est certain, il ne faut absolument pas que la RSE soit la variable d'ajustement. En tout cas, nous, c'est notre ligne. On parle beaucoup justement de la simplification. Le mot à la mode est devenu le mot omnibus. Donc travailler sur la simplification, c'est fondamental. Mais évidemment que ça ne soit pas un détricotage et que ça ne tente pas de la dérégulation. Parce que sinon, on va effectivement tout perdre et on va perdre cette capacité normative et d'influence, ce fameux effet Bruxelles, à faire en sorte que nos standards deviennent des standards, pas seulement européens, mais internationaux. Donc oui, il y a évidemment ce risque. Il y a eu, et nous avons eu des débats très difficiles cette première semaine, ce deal UE-US, c'est effectivement catastrophique. C'est vécu par tous les Européens comme une humiliation, c'est vécu comme une remise en cause de nos législations. Une fois qu'on a dit ça, c'est comment on se prépare aussi à la suite, parce que clairement, Donald Trump ne va pas s'arrêter là, ça va être un chantage permanent, et si nous ne sommes pas prêts à réagir et si nous ne fixons pas des lignes rouges, notamment sur notre capacité législative, c'est catastrophique politiquement et en matière évidemment aussi économique. Réagir là-dessus peut-être, Mayating ? Oui, parce qu'en fait, ce qui a été mis en évidence de façon éclatante depuis quelques mois, mais que toutes les personnes, quel que soit le secteur économique, savent, c'est que l'Europe, c'est une grande idée, ce sont de grands peuples, c'est un grand continent qui pèse de moins en moins. Voilà. Nous pesons en tant que consommateurs. Alors c'est très sympathique, mais ça ne fait pas un projet de société, en fait, d'être des consommateurs repus. J'ai déjà entendu ça X fois, voilà. Donc c'est extrêmement important. Nous pensons peser par nos normes, mais en fait nous ne pesons pas par notre influence intellectuelle. Je suis désolée. L'influence intellectuelle, les articles venus d'Europe, etc., oui, il y en a beaucoup, mais ce ne sont pas ceux qui font référence. Et l'influence morale dans le monde, quand bien même elle existerait, elle ne serait pas acceptée. Je crois qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde qui, en fait, nous contestent sur la base de nos normes RSE ou notre vision de la RSE en considérant que c'est une forme de nouvelle tentative de domination qui n'est pas acceptable. Donc ça, il faut aussi l'entendre. Et par ailleurs, nous pesons là où nous achetons parce que le client est roi, sauf qu'il y a des tas de domaines où on est des clients captifs. On est des clients captifs de biens qui coûtent moins cher ailleurs. On est des clients captifs de biens qui n'existent pas chez nous, de matières premières, d'énergie qui n'existent pas chez nous. Et donc, par ailleurs, des groupes internationaux, y compris européens, les normes européennes, ils vont les utiliser pour ce qu'ils vendent à l'Europe ou pour ce qu'ils produisent en Europe, pour ceux qui continuent à y produire. Mais en fait, ailleurs dans le monde, ce n'est pas le cas. Donc vous avez la petite réserve européenne avec ces textes. On a fait quelques tentatives, mais en fait avec des seuils très différents d'ailleurs, s'appliquant à des acteurs extra-européens, mais à chaque fois en marchant sur la pointe des pieds, en se disant « Ouh là là, c'est contre notre approche du multilatéralisme ». Voilà. Et ça existe dans tous les domaines, dans les domaines des normes industrielles, des normes environnementales, et ça existe beaucoup dans le domaine des normes bancaires, où on s'impose à nous-mêmes des tas de règles,
différentes en surplus des normes internationales que nous sommes, grosso modo, les seuls à respecter. Et donc, à un moment donné, on peut se satisfaire d'être nous-mêmes propres entre nous, d'avoir l'esprit tranquille. Moi, j'ai beaucoup entendu ça dans les discussions. Des gens qui disaient « Ah oui, mais au moins, on aura la conscience tranquille ». Moi, c'est super de dormir tranquille et de se dire qu'on dort en fait sur l'argent de nos enfants et de nos petits-enfants, qu'on ne va pas leur laisser, et sur leur future vassalisation. Voilà. Ça, c'est très très important de se rendre compte de notre petitesse dans le monde. Et si on veut regagner de la grandeur, je crois que c'est très important que les projets RSE qu'on a, ce soient des projets concrets, des projets où on apporte. Je peux vous dire aujourd'hui, les banques françaises, j'ai donné tout à l'heure le chiffre de la croissance de leurs crédits verts et durables. Je peux vous dire que cette croissance, elle se fait essentiellement en France et en Europe. Elle ne se fait plus du tout en dehors d'Europe. Donc là où, il y a quelques années, on pouvait financer, par exemple, la transition d'un pays comme le Sénégal ou le Mozambique, qui passait d'énergies fossiles et extrêmement polluantes à des énergies un peu moins polluantes comme le gaz, voire à des éoliennes. Aujourd'hui, c'est des projets qui sont quasiment impossibles à faire, ou en tout cas qui sont complètement dépriorisés. Donc, ce que voit le reste du monde de l'Europe en matière de RSE, c'est en fait, vous faites votre RSE à vous, chez vous, et nous, vous nous laissez tomber, vous nous laissez avec d'autres financeurs, alors que nous, on voudrait faire des champs d'éoliennes, on voudrait faire des projets, je sais pas, de gaz au lieu de charbon, enfin voilà. Donc voilà, je pense que tout ça, il faut le voir dans la faisabilité que vous citiez, Madame la Présidente. Il y a aussi tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, dans toutes les discussions, on a beaucoup parlé des conséquences des textes, pas seulement de la faisabilité, mais on a déroulé la faisabilité, et à chaque fois, on nous a dit, vous exagérez. En fait, la réalité montre qu'on n'exagère pas, donc c'est très positif aujourd'hui de pouvoir faire une sorte de bilan à chaud et correction à chaud aussi. C'est super important, sans tout jeter. C'est très important de ne pas tout jeter, mais d'être lucide, très pragmatique et d'être sur l'action. Autrement dit, qu'est-ce que je finance comme transition et non pas, par exemple, qu'est-ce que je finance comme base de données sur la transition. Ce qui est intéressant, mais on peut le faire en plus petit qu'on imaginait. Mais ça ne va pas un peu trop loin au niveau de l'omnibus aujourd'hui, puisque effectivement il y a une sorte de consensus sur le fait qu'il y avait certainement des normes ESRS peut-être trop compliquées. Là, on va quand même sur des seuils qui limitent le nombre d'entreprises qui vont être soumises à ces réglementations. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi qu'on se fasse dépasser de l'autre côté? Et je pense notamment à la Chine, qui elle aussi adopte beaucoup de normes environnementales et sociales, et avec une augmentation très forte dans les audits ESG. Notamment. Moi, je dirais que la Chine, pour y avoir été il n'y a pas très longtemps, est beaucoup plus effectivement dans l'action que dans l'adoption de textes, parce qu'elle a des enjeux propres en interne, et puis pour sa population, et puis elle veut aussi, effectivement, de par son modèle basé sur les exportations, pouvoir continuer à être présente sur notre marché intérieur. Moi, quand je rejoins totalement ce que vous avez dit, quand j'échange avec des homologues extra-européens, la question de la crédibilité de l'Union européenne dans sa mise en œuvre est extrêmement remise en question. Donc je pense que c'est absolument fondamental, effectivement, comme vous l'avez dit, d'avoir une approche beaucoup plus pragmatique. Maintenant, c'est sûr que nos débats sont très tendus. On est, nous aussi, au Parlement européen, soumis à des vents contraires chaque jour. Certains qui nous disent « Nous, on a fait les investissements, enfin, vous n'allez pas remettre en cause ces seuils et ces critères ». D'autres qui nous disent « Nous, on ne l'a pas fait, c'est absolument essentiel d'avancer, d'être plus pragmatique ». Donc, on essaye de trouver cette juste ligne de crête qui nous permette justement d'avancer sur la souveraineté sans perdre notre compétitivité. Mais je pense que la question de la crédibilité à la fois en interne et aussi avec des partenaires qui ont besoin de l'appui européen pour répondre à cet enjeu global aussi de lutte contre le dérèglement climatique est absolument fondamental. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'anime au quotidien au Parlement européen, trouver cette ligne de crête. Est-ce qu'on a assez confiance dans notre modèle ? Je ne suis pas sûre que malheureusement le mot confiance soit celui qui soit très à la mode en ce moment en France et en Europe. La difficulté, c'est aussi dans notre modèle à nous, l'instabilité politique qu'on peut avoir pour pouvoir aussi donner de la visibilité et de la prévisibilité. Et malheureusement, on est aussi dans un monde avec le retour de Donald Trump où cette prévisibilité pour tout, à la fois le système bancaire, à la fois les entreprises, est de plus en plus mise à mal. Donc c'est vrai qu'on est dans un moment où il faut qu'on sache se réinventer de manière beaucoup plus rapide et efficace. Alors, si j'essaye de répondre à votre envie de confiance, et je pense qu'il faut quand même tous qu'on y croit,
On peut prendre l'exemple des données ESRS et du nombre de données. Ou parlons d'abord très rapidement des seuils. Je sais, je parle longtemps. Mais sur les seuils, par exemple, les seuils qui s'appliquent en termes de reporting ne sont pas les mêmes que les seuils qui s'appliquent sur le dur des normes. Hein. Les normes chimiques, les normes sociales, elles s'appliquent aux entreprises à des seuils qui n'ont rien à voir avec ceux du reporting. Le sujet du reporting aujourd'hui, c'est celui de très nombreux prestataires de services, salariés, jeunes formés, depuis, je dirais, une dizaine d'années, beaucoup sans doute dans cette salle. Finalement, on s'est tous convaincus qu'en ayant des masses de données énormes et en étant les super statisticiens, et personnellement je suis moi-même de formation statisticienne, qu'on pourra analyser ces données, avoir toutes les infos qu'on veut en presse-bouton. Bon. Et en fait, si on veut être réaliste, aujourd'hui, là où on a besoin d'ingénieurs, de spécialistes du big data, etc., c'est tout simplement pour, d'une part, savoir comment on fait tourner l'usine autrement, peut-être pour produire moins. En clair, moi je pense que la sonnette d'alarme, elle a été tirée pour beaucoup au moment où des entreprises extrêmement engagées en matière de RSE se sont rendues compte qu'elles devaient choisir pour l'année d'après entre recruter quelqu'un qui va faire du reporting ou recruter un nouvel ingénieur qui va faire que les process de production vont être moins polluants, je résume. Hein. Ou recruter un commercial. Je prends l'exemple du fret. Moi, je connais une entreprise de transport. On a témoigné récemment avec une entreprise de transport, avec des camions. Si vous voulez transformer votre flotte de camions et devenir un spécialiste du fret ferroviaire, en fait, en termes opérationnels, en termes de manutention, en termes de relations clients, c'est très différent, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, en fait, vous devez recruter des gens. Et là, vous dites, ah bah oui, mais j'ai dû recruter un spécialiste de reporting RSE, parce que vu les chiffres que j'ai à produire, je vais d'abord prioriser ça. Ça, c'est pas normal. Et donc, je crois qu'il faut se donner la liberté de finalement regarder ce qui est tout simplement exagéré en termes de données produites par rapport à ce qui est vraiment utilisé. Voilà, tout simplement. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, encore une fois, mais d'être plus proportionné et puis de toujours s'axer sur le faire. Le faire, le faire, le faire. Qu'est-ce que je produis et comment je produis en étant moins impactant négativement. Justement, en accent sur le faire, quel est le rôle des banques, enfin, quel rôle peut avoir une banque aujourd'hui en termes de financement ou en termes de réorientation de l'épargne vers la transition écologique européenne? Je parle de l'épargne aussi parce que la semaine dernière, aux universités de l'économie de demain, on pointait le fait que l'épargne aujourd'hui européenne finançait en grande partie l'économie américaine. Alors quel peut être le rôle des banques là-dedans aussi dans cette réorientation de l'épargne? Alors la première chose, c'est qu'on a un modèle aujourd'hui essentiellement relationnel, dans les banques françaises du moins, qui fait que normalement avec les entreprises, vous avez un dialogue. C'est-à-dire que vous avez les données que vous récoltez sur l'entreprise et puis vous avez des discussions. Donc il peut y avoir des sujets que vous évoquez qui ne sont pas dans les données. Donc voilà, je plaide un peu anti-data, anti-tout data. C'est quand même important de donner cette place et de dire, bah, au fond, ok, il y a les données qui sortent et puis qu'est-ce qu'il y a d'intelligent à faire? C'est quoi votre projet et votre projet d'investissement? Donc ça, c'est la première chose. C'est de comprendre les besoins des entreprises et de les mener vers le meilleur des pratiques de leur domaine. En fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où la discussion ne devrait pas être « vous m'avez fourni telle ou telle info ou pas », mais tiens, c'est ça que vous produisez, est-ce que vous savez que la moyenne de votre secteur, ou bien moi j'ai vu des tas d'entreprises de votre secteur qui font complètement différemment, vous devriez plutôt faire comme elles, je résume, hein, voilà. Je pense que ça, c'est un rôle absolument majeur. Ensuite, sur l'épargne, aujourd'hui l'épargnant, il regarde ce que peut lui apporter un actif international, avec beaucoup d'États-Unis dedans, et ce que peut lui rapporter un actif européen. CF compétitivité, il y a un différentiel de 20%, 30% sur la rentabilité que vous allez avoir. Donc le choix est vite fait. Et idem d'ailleurs sur les paniers ESG qui peuvent être proposés, ils vont être moins performants. Donc on peut accepter, certains d'entre nous, d'avoir des placements moins performants parce qu'ils ont plus d'impact. Mais ça, je crois que la manière de l'expliquer est extrêmement importante, et donc ce dialogue sur l'épargne, il est beaucoup plus compliqué parce que l'objectif de l'épargnant et ce qu'on doit lui conseiller, c'est ce qui est dans son intérêt en premier, et il ne va pas toujours déclarer un intérêt ESG important.
Alors, le temps file. Marie-Pierre Vedrenne, qu'est-ce que serait la priorité de l'Union européenne pour concilier aujourd'hui souveraineté, RSE et compétitivité ? Je pense qu'on a effectivement le rapport Draghi qui est sur la table, qui a dressé un constat implacable et qu'on doit absolument mettre en œuvre. Mais mettre toutes ces recommandations en œuvre, c'est extrêmement compliqué. Pour moi, les questions d'innovation et d'investissement sont absolument fondamentales pour justement faire en sorte que, à la fois, ces questions de souveraineté, de durabilité et RSE puissent trouver ce point d'équilibre. C'est l'innovation aussi qui va nous permettre de répondre à tout ça. Donc il faut absolument investir. La difficulté, c'est que quand vous êtes un Français qui dit ça au Parlement européen, vous êtes regardé de manière un peu bizarre en disant il va falloir faire d'abord quelques réformes chez vous pour pouvoir être crédible pour porter cela. À bon entendeur. Merci. Merci mesdames. Merci beaucoup.